Ce que je pense, c'est qu'il faut que nous puissions requalifier notre vision par rapport à la communauté internationale. Nous devons revoir notre place dans la communauté internationale. Je pense qu'il y a un problème de leadership qui ne veut pas s'affirmer par rapport à ce que nous voulons exactement. Parce que d'un côté, nous sommes d'accord que la CPI puisse punir les criminels de guerre. Nous sommes d'accord que l'on puisse réprimer les crimes de génocide. Mais en même temps, les juridictions qui sont là, auxquelles nous-mêmes nous avons adhéré, nous demandent en contrepartie que nous puissions coopérer sur d'autres dossiers. C'est ça la problématique. Et là, j'ai dit, il ne va pas falloir que notre gouvernement nous fasse croire comme si, quand il s'agit de réprimer les opposants, on s'empresse, mais quand il s'agit des intérêts du gouvernement, là, on protège. Et c'est là l'équivoque qu'il faut que nous puissions lever en tant qu'État. C'est mon point de vue et je le partage. Christian Choukourou, on a vu ces blocages quant à l'arrestation du président du Kenya et même son vice-président. Même problème qui se pose avec El Bachir ici pour la RDC. Est-ce que la CPI s'est repoussée par certaines puissances? Parce qu'on voit que le dossier a été déjà bien traité, mais ouf, ça change du coup. Oui. Quelle lecture? Ma lecture, elle est simple. Chaque pays au monde a ses priorités. Il est vrai que en signant les traités de Rome, en acceptant disons la CPI dans notre pays, nous avions pris un certain nombre d'engagements. Ça, c'est d'une part. Mais de l'autre part, on ne doit pas utiliser cela comme un objet de chantage. Parce que ce qui est déclaré au niveau de la CPI, c'est au fait de chantage contre la République. Et ça, on ne peut pas accepter cela. Parce que, quand bien même on avait accepté de coopérer, si on reste dans l'esprit du traité d'Europe, en échange, qu'est-ce que ces gens allaient nous donner? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui avions peuplé les prisons de la CPI. Mais au moins, ils arrêtent les criminels. C'est vrai, c'est les criminels. Mais El Bachir, en venant ici, c'est aussi par rapport aux intérêts de la République. Qu'est-ce qu'ils ont promis de nous donner en échange par rapport à l'organisation pour laquelle M. Bachir est venu? J'essaie d'insinuer aussi en disant ceci. Chez eux, combien de dictateurs ils ont eu à arrêter sur leur sol? Kadhafi faisait des visites chaque jour en France. Ouais. On ne l'a jamais arrêté. Jean Bédel Bokassa, on l'a connu comme criminel. Est-ce que la France l'a déjà arrêté sur son sol? Où il a privilégié les intérêts de la France pour cet instant-là? Je crois que, pour ce qui concerne la République, on ne doit pas nous demander trop. On ne doit pas nous demander trop parce que ça paraît comme une sorte de vassalité. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez, donc nous avons à donner. Chaque jour, vous n'avez pas à donner. C'est ce que Laurent a dit. Vous avez fait preuve d'être d'un bon élève. Alors, non, je crois qu'on vous demande tout. Aujourd'hui, on doit revoir, au fait, ces gens, il faut vraiment revoir les statuts de Rome. Parce qu'on se rend compte que c'est, excusez-moi, on pensait que c'est un outil pour aider l'Afrique, mais moi, je me rends compte que c'est un outil pour, encore une fois, emprisonner l'Afrique. Et c'est inacceptable. L'Africain, encore une fois, doit savoir ce qu'il veut. Un mot là-dessus, avant de parler du référendum, de notre révision constitutionnelle à RDC. Mathieu, je voulais amener la solution parce que je suis de l'école du pragmatisme. Vous savez, les gens n'ont pas beaucoup dit sur le fait que la Cour pénale internationale est une juridiction complémentaire. Voilà. Ce qu'il faut faire, et ça c'est le piège des pays africains, c'est que nous avons des juridictions ou des pouvoirs judiciaires fablés sur des hommes et qui servent de régime. Les juridictions africaines sont compétentes de connaître toutes les infractions et tous les crimes, y compris génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression, les cas d'infraction de la compétence de la Cour pénale internationale. Ça, on ne le dit pas. Ça donne l'impression aujourd'hui, selon les humeurs des gens,
que M. Kambale, j'estime que tu me déranges, tu peux aller te reposer à la CPI et on te colle un nom, un criminel. Que M. Christian ou que Mme Nyoka, ça c'est l'Afrique. Et malheureusement, dans la fabrication, dans le montage ou la juxtaposition des infractions, ce sont les Africains eux-mêmes qui travaillent, malheureusement. Je vais vous donner un exemple. Dans ces pays ici, au moment où en France, si un seul Français est pris au Darfour ou bien au Cameroun, à la RFI, chaque jour, pendant 365 jours, on se le rappelle. Ça, c'est vrai. Il y a 300 Congolais qui sont dans le lac, qui meurent. Personne n'en parle. On se limite à faire un communiqué à la TNC, bande passante, deuil national, point barre. On ne pose pas la question pour établir les responsabilités. L'ONATRA est là et tous les services de l'État sont là. Dans ce pays, on a connu les Banyamulenge uniquement à cause de les faciès, parce qu'ils ressemblent au Rwanda. Au Rwanda, ils sont partis à Gatumba, on a tué les Banyamulenge et les commanditaires sont connus. Cette communauté a toujours revendiqué et devant les caméras du monde entier, personne n'a arrêté n'importe qui, ne fût-ce que le début d'une enquête. Dans ces pays aussi, les procureurs de la République est là. Il ne suffit pas seulement d'aller arrêter Onusumba ou je ne sais pas Moindo ou bien Babala. Il faut aussi s'occuper des cas comme ça. C'est pour vous dire à la fin que la justice nationale, c'est celle-là qu'il faut renforcer. Il faut beaucoup plus mettre de l'argent dans la justice. Éviter d'aller traiter les dossiers sous les arbres dans les quartiers. Il faut les traiter au bureau et vous allez voir que la CPI n'aura aucun sens. Dans d'autres pays, pourquoi on s'en fout de la CPI? C'est parce qu'on estime que vous allez, on vous dit, monsieur, ce dossier-là est déjà en instruction ici et madame connaît le principe qui est même dit à latin. On ne pose pas les mêmes actes deux fois, non bis idem. La même affaire, on ne la connaît pas deux fois et on vous dit merci beaucoup. Voilà. Si vous avez commencé une procédure, par exemple, c'est pourquoi il fallait entamer le débat sur le Moudou du Congo, les Enyélé, les gens de Bakata Katanga, pour que demain on ne vienne pas nous dire non, mais ça s'est passé. Rassurez-vous que c'est jour, ça peut rebondir. C'est pour finir, c'est pourquoi je dis je suis pragmatique, je donne des solutions. Il faut renforcer l'appareil de l'État au travers les secteurs de la justice. Et c'est ce qui peut nous faire sortir de la CPI parce qu'ils ne voudront pas. Sinon, on va vous dire comme on a fait avec Museveni, vous ne voulez pas de l'homosexualité ou bien vous voulez vous sortir du schéma que nous voulons. Merci, alors on vous prive l'argent, on vous prive ceci, ça sera très compliqué. Merci Laurent. Alors, révision de la Constitution en République démocratique du Congo, opportune ou inopportune. Cette révision... jusqu'à présent, aucune autorité officielle n'a annoncé cette révision. Les autorités qui sont au pouvoir. Mais on a entendu quelques acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité donner leur point de vue. Alors je commence avec vous, Madame Ernestine. Bien sûr, il y aurait beaucoup d'incompatibilités. Quand on parle des provinces 11 à 26, quand on parle par exemple des droits de vote de nos frères de la diaspora qui sont à l'étranger, il y aurait beaucoup d'incompatibilités qu'il faille changer ou réviser quelques articles de cette Constitution. Votre point de vue? Mathieu, avant de donner mon point de vue là-dessus, permettez-moi juste en quelques secondes... De revenir en arrière. De revenir pour donner une suggestion que je crois être nécessaire. Aujourd'hui, par rapport au dossier de la CPI, si aussi la RDC n'a pas coopéré pour livrer le président du Soudan, c'est vrai que c'est un président en fonction et les choses sont un peu plus difficiles. Il y a une certaine délicatesse de la question. Délicatesse de la question surtout parce qu'au niveau de l'Union africaine, la question a été traitée. Et cette question qui a été traitée au niveau de l'Union africaine, une décision en est sortie. Nous pensons qu'aujourd'hui, tout ce que la RDC a fait, c'est de pouvoir respecter ses engagements aussi au sein de l'Union africaine, qui est d'abord sa structure, comment je dirais, sa structure mère, avant, sa structure naturelle, avant de pouvoir parler de la CPI ou de parler des Nations Unies. D'abord l'Union africaine. Et je crois qu'aujourd'hui, la lutte... Vous ne vous contredisez pas, parce que l'Union africaine n'est pas signataire de ce traité de Rome. Ce sont les États qui ont signé. Nous ne contredisons pas. Les États sont membres. Ce sont les États qui ont ratifié. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'à partir de la résolution de l'Union africaine, il faille faire des démarches pour que nous puissions nous battre, nous, disons les chefs d'État africains, pour voir dans quelle mesure pouvoir
arriver à faire modifier certaines dispositions de la Cour de la CPI, du statut de Rome, parce que, qu'on le veuille ou pas, un président de la République en chose en fonction, il est difficile de mettre la main. Avec un problème, dès qu'un président sait qu'il sera poursuivi par la CPI. Pas parce qu'on veut couvrir certaines infractions. Difficile parce que, évidemment, ce statut de chef de l'État pose aussi le même problème, parce que c'est un statut qui, qu'on le veuille ou pas, déjà au niveau du pays, elle appelle à certaines immunités. Et donc, il y a une lutte à faire pour les États africains pour arriver à faire modifier les statuts d'Europe. Ça, d'accord. Pour ce qui est de la révision constitutionnelle. De la révision constitutionnelle. Mathieu, j'aimerais quand même que la population qui nous suit puisse savoir que la Constitution, sa révision n'est pas un sujet tabou. Ça, c'est la question principale qu'il faut retenir. Cette Constitution, qui est référendaire, auquel le peuple lui-même a souscrit, cette Constitution comporte des mécanismes dès sa révision constitutionnelle. Et la même Constitution a aussi une disposition que nos amis de l'opposition aiment bien, l'article 220 reprend des dispositions auxquelles on ne peut pas toucher, donc des dispositions intangibles. Mais qu'on peut aussi toucher. Non, Mathieu. L'intangibilité, il semble, c'est vous qui le dites ici, c'est vous les acteurs politiques qui avez... Suivez-moi d'abord. Là, je suis en train de vous parler en tant qu'une personne qui a fait du droit constitutionnel. Moi, j'ai défendu mon mémoire en matière de fin du mandat du chef de l'État dans la Constitution du 5 juillet 1990. Et donc, je suis quand même une bouche assez autorisée que pour vous parler de la loi constitutionnelle. Ça, d'accord, madame. Alors, cette Constitution prévoit des mécanismes. Qu'est-ce qu'on peut réviser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas réviser? Elle le prévoit elle-même. La même Constitution, d'abord avant de passer cette Constitution, nous sommes allés d'abord aux concertations nationales. Lorsque nous sommes allés, je crois que c'est le premier, disons de manière officielle, le premier, je peux dire, atout ou déclaration publique que nous avions fait sur l'engagement à ne pas toucher aux dispositions intangibles de l'article 220. Maintenant, tous les acteurs se sont engagés. Les acteurs qui étaient en concertation, nous de la majorité, nous avons donné un point de vue très clair là-dessus. Alors, je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui sur les rumeurs, les soupçons, ne font partie que de rumeurs ou de soupçons. C'est un procès d'intention. Mais ce qui est vrai, au-delà du procès d'intention, c'est qu'au niveau de la CENI, le président Abbé Malou a posé un problème au niveau du Parlement. Il a donné deux hypothèses pour les scrutins électoraux à venir. Et parmi ces deux hypothèses, je crois que la majorité, comme l'opposition, chacun se prononce. Les acteurs politiques se prononcent. Dans notre famille politique, nous sommes prononcés. Alors, et c'est la question, d'abord, tout est parti de cette proposition du président de la CENI, de ces élections à mode indirect, qui obligerait la révision ou carrément le changement de certains articles de la Constitution. Laurent, votre point de vue, c'est important. Mon point de vue est celui-ci. Je ne vais pas être aussi beaucoup plus... Je ne vais pas prendre du temps comme madame. Je vais faire les débats. Faut les prendre aussi. Je vais prendre les débats à circonscrire dans trois aspects. Vous avez la parole. Premier aspect, c'est en termes de précision qu'il faut apporter. Je pense que l'abbé président a un peu de respect pour la population congolaise. Et pourquoi? Il connaît qu'il est, comme on le dit, des tristes mémoires, ce qu'il a fait en 2006. Ce qui en est découlé dans cette ville, c'est le fruit de son travail. On ne refuse pas qu'il ait l'expertise. Mais peut-être que la logistique et les batteries n'ont pas été mises en marche pour de bonnes élections. Je ne pense même pas que le chef d'État lui-même, Joseph Kabila, en soit fier. Parce que tout homme, même si vous êtes élu avec 2% sur 999 candidats, ou même vous voulez être fier d'être élu, pas de façon contestée. On sait que partout au monde on conteste, mais il y a toujours une marge. Et en droit, il y a la différence, la dichotomie existentielle entre la légitimité et la légalité. Et ce qu'il faut, il est d'abord mieux de gouverner avec la légitimité que de gouverner avec la légalité. Je ne veux pas aller dans le débat de sociologie et de droit. Rentrons à la question de la Constitution. Par principe,
C'est quoi une constitution? La constitution, c'est un contrat social. C'est comme on dit, l'ensemble de nos atouts